Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je vous propose un nouvel épisode Story. C'est ce format qui permet à des auditeurs anonymes de raconter leur histoire seule derrière mon micro. J'ai donc cédé le micro cette fois-ci à Camille. Camille a toujours été une bonne élève. Elle a donc brillé dans sa scolarité, obtenu un bac S avec mention, fait une classe préparatoire, une école de commerce et a décroché un premier job dans un prestigieux cabinet de conseil aux entreprises. Elle est restée 7 ans dans le conseil aux entreprises, dans cet environnement de travail, avec des opportunités salariales et des opportunités d'évolution, ma foi, très dynamiques, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ignorer l'évidence, l'absence d'épanouissement dans sa vie. Elle s'est lancée seule dans l'investissement immobilier à peine 30 ans, puis elle a quitté son job, seule, comme une grande, avant même la mise en location de ses logements. Et puis, elle vit depuis de ses revenus immobiliers, tout en profitant du temps qu'elle a pour découvrir de nouvelles activités et lancer un nouveau projet professionnel. Elle raconte tout son parcours dans cet épisode qui devrait en inspirer plus d'une. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, j'habite à Paris, je suis une ancienne consultante, j'ai travaillé pendant longtemps dans des Big Four et aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment j'ai quitté mon job de consultante et créé ma propre liberté financière via l'immobilier. Pour vous présenter la petite Camille, alors moi j'ai grandi donc dans une petite ville au centre de la France. Je viens d'une famille plutôt classe moyenne plus, au sens où j'ai grandi en tant que fille unique. Donc j'ai jamais manqué de rien, enfin je suis toujours partie en vacances, j'ai pu faire des études, voilà. Mes parents m'ont beaucoup soutenue, que ce soit pendant mes études ou même plus tard. Sinon pour en revenir vraiment à la petite Camille écolière et ensuite collégienne et lycéenne, s'il y a bien un mot qui a marqué tout ce passage-là, c'est bonne élève. J'ai toujours voulu faire plaisir aux professeurs, faire plaisir à mes parents, et j'ai toujours été bonne à l'école. Donc j'ai vraiment, on va dire, suivi les règles. Voilà, j'étais pas du tout une enfant rebelle ou quoi que ce soit. Moi, j'aimais vraiment suivre les règles et que les gens soient fiers de moi, que les adultes autour de moi soient fiers de moi. Et je dirais que c'est un fil conducteur qui m'a suivi au final pendant toute ma vie même d'étudiante et au début de carrière. J'ai choisi un peu de suivre le chemin tout tracé que la société, que les adultes autour de moi me disaient de suivre. J'ai eu la chance d'être bonne élève jusqu'au lycée, j'ai eu un bac S avec mention, donc je suis partie en prépa en sachant pas trop quoi faire d'autre. Tout le monde me disait tu verras, la prépa c'est la voie royale, c'est un truc élitiste. Je suis partie en prépa. Je suis sortie de prépa bien fatiguée, mais je savais toujours pas quoi faire, donc je suis partie en école de commerce. L'école de commerce, c'était génial, on faisait la fête, on voyageait, etc. Mais en soi, ça m'a pas du tout aidé à définir mon projet professionnel. Donc j'arrive en fin d'école de commerce, après 3 années à l'issue de mon master, je sais toujours pas quoi faire, et là on me dit pars dans le conseil aux entreprises, tu vas voir, c'est génial, tu auras un super plan de carrière, tu vas continuer à voyager, tu auras un beau salaire. Moi, je me dis, pourquoi pas partir dans le conseil. Et c'est comme ça qu'à 24 ans, j'arrive dans mon premier cabinet de conseil, donc un cabinet des Big Four. Et à ce moment-là, en fait, je termine toute ma scolarité et je me dis, ça y est, c'est le premier jour de ma vie d'adulte et tout. Et ça va être génial. Tout le monde m'a dit que ça allait être génial. J'ai un beau diplôme, j'ai un beau salaire, j'ai une entreprise prestigieuse sur le CV. Ça y est, je peux commencer à être heureuse. Non pas que je l'étais pas avant, mais voilà, j'attendais un peu ça comme le Graal. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais toujours suivi les règles, j'avais toujours suivi ce qu'on me recommandait de faire, mais que je m'étais jamais posé la question de qu'est-ce que la petite Camille, elle avait vraiment envie de faire au fond d'elle, et qu'est-ce que la Camille adulte, du coup, a envie de faire aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a conduit de fil en aiguille à envisager la possibilité de quitter mon job.
Je vais vous parler un peu plus de la réalité dans le conseil. Donc, je vous ai dit que j'avais été recrutée au sein d'un cabinet qui était un Big Four. Donc, pour vous décrire un peu plus ce que sont les Big Four, donc ce sont les plus gros cabinets de conseil dans le monde, ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, qui ont le plus d'employés, sont vraiment les grosses pointures dans le monde du conseil aux entreprises. Et j'imagine que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est que le conseil en entreprise. Alors, moi, même après 7 ans dans le conseil de l'entreprise, j'ai toujours du mal à l'expliquer simplement, mais je vais essayer de le faire. Concrètement, le conseil en entreprise, c'est quand une entreprise vient vous voir parce qu'elle a une problématique spécifique financière, RH, et qu'elle vous demande de réfléchir sur le sujet et de lui proposer un plan d'action pour solutionner le problème. Donc, ce qui veut dire que pendant ma carrière dans le conseil, j'ai un peu tout fait. J'ai touché à tout. J'ai travaillé à la fois dans la finance, dans les RH, dans le marketing, dans le digital, sans jamais me spécialiser. Et ça a été un peu le premier point noir que j'ai commencé à identifier au bout d'un ou deux ans. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses, je touchais à tout, mais sans jamais vraiment monter en compétences, monter en expertise, et ça devenait de plus en plus frustrant. Et qui plus est, je me rendais compte que je travaillais sur des projets qui étaient quand même très abstraits, de redéfinition des entreprises, de réorganisation des chaînes de production. Enfin, c'était pas du tout suffisamment tangible pour moi. Et ce côté manque de terrain, manque de choses concrètes, c'est ce qui m'a aussi pesé au fur et à mesure. Mais malgré tout, si j'ai tenu autant d'années dans le conseil, à savoir 7 ans, c'est parce que j'avais quand même des choses qui me plaisaient. En tout cas, des choses qui me faisaient miroiter un peu le bonheur. Enfin, déjà, la possibilité d'avoir un joli plan de carrière, une belle évolution salariale, d'avoir des augmentations chaque année. J'ai commencé dans le conseil, j'étais à 33K, donc j'avais 23 ans, je touchais 33K par an, et j'ai terminé au bout de 6 ans, à la fin de ma 7e année, j'étais à un peu plus de 60K. Donc une belle progression. En plus de ça, on a des primes, on a des bonus, on a régulièrement des voyages à l'étranger, des voyages professionnels, on peut s'expatrier plus facilement. Moi, j'ai eu la chance de m'expatrier pendant 1 an et demi à Hong Kong grâce à mon poste. Donc tout ça, en fait, je me disais qu'il y avait tellement d'avantages autour de mon métier que c'est ce qui m'a permis de tenir et d'oublier un peu que mon métier en lui-même manquait de sens et me rendait pas heureuse au quotidien. Parce que voilà, je voyais la progression de carrière, le statut social, le statut dans la société. Mes parents étaient rassurés, j'avais un CDI, j'étais bien payée. Tous les ans, je changeais de poste et je changeais de salaire. Mes amis se disaient « Ah, ton job, il a l'air super cool. » Mon job était pas cool du tout. Mais en tout cas, le fait de voir que sociétalement parlant, ça paraissait être un bon poste, je paraissais avoir de la chance, ça me faisait presque croire que j'étais bien dans mon job. Concernant ma gestion de l'argent, alors déjà moi, j'ai jamais reçu aucune éducation financière, évidemment pas à l'école, pas non plus de la part de mes parents qui ont un profil d'investisseur assez classique, plutôt d'épargnant. Par contre, dès mon plus jeune âge, on m'a toujours encouragée à épargner. Et notamment mon papa, je me rappelle, j'aimais bien faire des petits jobs, tu vois, j'aidais mes grands-parents à faire la vaisselle, ils me versaient une petite pièce. J'étais déjà dans l'état d'esprit école de commerce, tu vois, je cherchais vraiment à faire de l'argent un peu par tous les moyens. Et dès que je me faisais de l'argent, j'en épargnais une partie, à savoir 50%, et je gardais 50% pour faire autre chose, me faire plaisir. Et ça, vraiment, depuis que je suis toute petite, je sais pas quand ça remonte, mais je dirais peut-être 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a suivi plus tard quand j'ai fait des petits jobs d'été dans les banques ou dans les usines. Je gardais une partie de mon salaire pour me faire plaisir, partir en vacances avec mes amis, et le reste, je l'épargnais. Donc, cette stratégie un petit peu d'épargne, d'investissement, si je puis dire, je l'ai gardée en tant que jeune active. À l'époque, j'avais un bon, voire même un très bon salaire. J'en épargnais une partie que je mettais sur mon livret A, sur mon LDD, au mieux sur mon PEL, et le reste, je vivais avec. Mais je pense qu'avec le recul, je me rendais compte que j'épargnais pas du tout suffisamment par rapport à ce que je gagnais, et je gardais énormément pour me faire plaisir. Moi, j'adorais les voyages et les restaurants, et je gardais une énorme partie pour manger au restaurant plusieurs fois par semaine, pour me faire 5-6 voyages par an, parce que c'était vraiment mon plaisir à moi. Aujourd'hui, j'ai un peu, j'ai changé d'état d'esprit, notamment parce que je suis totalement dans un autre mouvement depuis que j'ai quitté mon travail. Je fais beaucoup plus attention à mon argent, et surtout, je l'investis, je ne fais plus que l'épargner, beaucoup plus intelligemment, et surtout, j'alloue un pourcentage plus important de mes revenus que j'épargne et que j'investis versus avant, à l'époque où j'avais un bon poste et un bon salaire. Alors, je vais vous parler de la manière dont je suis venue à penser à l'investissement immobilier et au concept de liberté financière. En fait, je suis venue à penser à ces choses-là parce que mon point de départ, ça a été la volonté de quitter mon travail. La première chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est « Ok, il faut que je quitte mon travail ». Ensuite, la deuxième chose, c'est « Ok, je veux partir ».
mais comment est-ce que je vais vivre? Il faut que je trouve un moyen de me créer une rente financière. Et à ce moment-là, moi, j'étais très loin de penser à l'investissement financier, immobilier. J'étais très, très loin de tous ces concepts-là parce que pendant toute ma vie jusqu'à ce moment-là, pour moi, le revenu, c'était je travaille, je gagne un revenu. Il n'y avait pas de je place d'argent et donc j'en tire un revenu. Je savais qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais moi, ça me paraissait beaucoup trop lointain. Personne dans mon cercle proche, que ce soit amical, familial, même collègue, ne faisait ce genre de choses, ou alors personne ne m'en parlait. Et donc, si je suis venue à m'intéresser à ces deux sujets-là, c'est vraiment parce que j'avais cette douleur, j'avais besoin de quitter mon travail et j'avais à tout prix besoin de créer de l'argent. Je me suis dit tout bêtement, comment est-ce que je crée de l'argent? Donc, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, j'en ai un peu parlé autour de moi. J'ai eu la chance, à ce moment-là, de croiser lors d'une soirée d'anniversaire d'un copain, un ancien élève de mon école qui s'était lancé avec son frère dans l'investissement immobilier. À la sortie d'école, lui, il a jamais eu le parcours classique, le job classique. Et c'était pas du tout le genre de profil à l'époque qui m'inspirait parce que je me disais, oh là là, c'est sûr, ça va mal se passer pour lui. Pourquoi il prend pas un CDI comme tout le monde? Et en fait, aujourd'hui, j'en suis à suivre le même chemin que lui. Et en fait, je me rappelle très clairement, à ce moment-là, j'étais en train d'acheter ma résidence principale. J'achetais mon petit studio de 27 mètres carrés en plein Paris qui allait me coûter un bras et qui allait m'endetter pendant 25 ans. Et donc, je lui parle de ce projet, j'étais fière de ce bébé, je me disais, ouais, je vais avoir mon appartement à moi, je vais le payer cher, mais c'est pas grave, je serai bien dedans. Et je vois que lui, contrairement à tout le monde, n'adhère pas du tout à mon projet et il m'explique que lui, c'est pas du tout son rêve d'acheter sa résidence principale parce qu'il pense qu'acheter sa résidence principale avant d'investir, c'est une erreur. Et moi, quand il me dit cette phrase, je me dis, soit il a trop abusé de l'alcool parce qu'on était déjà à une heure avancée de la soirée, soit vraiment, j'ai loupé un truc, tu vois. J'avais vraiment l'impression de débarquer d'une autre planète et je me disais, mais voyons, mais personne ne pense comme lui. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Quand même, je cherche à creuser et en fait, il m'explique par A plus B pourquoi il est mieux d'investir d'abord et avec les revenus issus de l'investissement, pourquoi pas rester locataire ou acheter sa RP. Et en fait, à ce moment-là, il m'explique ça d'une manière tellement rationnelle, tellement simple que je me dis, mais évidemment, il a raison. Comment j'ai pu ne jamais y penser? Et à partir de ce fil-là, à partir de cette discussion-là, ça a vraiment été le démarrage. J'ai commencé à me renseigner, je suis allée voir sur Internet. Et le point de départ vraiment de moi, mon investissement dans l'immobilier, je me rappelle très clairement, c'était en décembre 2019, c'était un soir, je rentrais chez moi après le travail. J'avais une journée épuisante, j'étais fatiguée psychologiquement, j'en pouvais plus de mon travail, enfin vraiment j'étais dans une mauvaise période. Et je me rappelle très bien, je me pose sur mon canapé, j'allume la télé, ça m'arrive très rarement de faire ça le soir en général, et je zappe sur BFM. Et ça m'arrive encore plus rarement. Et sur BFM, je tombe sur l'interview d'un investisseur immobilier qui explique que lui, il investit non pas pour sa RP, mais pour faire du locatif, et qu'en plus de ça, il fait de la division de maison et de la courte durée, et que ça lui génère des bons revenus. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment une sorte d'ampoule qui s'allume dans ma tête, je me rappelle, mais c'était presque physique cette sensation, et je me dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses, Camille, tu vas faire exactement la même chose que lui, tu vas acheter, tu vas diviser, et tu vas mettre en courte durée, et c'est ça qui va te générer ta rente financière. Et ce jour-là, ça a vraiment été le déclic qui a fait que je me suis lancée dans l'investissement immobilier. Avant d'investir dans l'immobilier, je me suis formée. Alors, pour rappel, moi, j'étais la petite Camille qui suivait toujours les règles. Donc, impensable de me lancer dans un truc que je connaissais pas sans avoir suivi une bonne formation solide avec des connaissances avant. Donc, évidemment, je me suis tout de suite dit, il faut que je me trouve un formateur. Et qui de mieux pour me former que l'investisseur que j'avais vu sur BFM? Donc, je l'ai retrouvé sur Internet, je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il faisait des formations. Et ni une ni deux, j'ai acheté son coaching et je me suis fait former. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Je me serais jamais lancée sans faire de formation. J'aurais eu trop peur de perdre de l'argent, de faire des erreurs, de me retrouver avec une maison sur les bras, d'être dans la fraude avec les impôts, avec le cadastre. Enfin, j'aurais eu beaucoup trop peur de beaucoup trop de choses. Il était vraiment nécessaire pour que je me lance sereinement, que je me sente accompagnée et que je me fasse former. Le moment où je décide de me lancer dans le projet d'investissement immobilier, c'est aussi le moment où je décide de quitter mon travail. Mais je ne veux pas quitter mon travail du jour au lendemain. Je suis beaucoup trop peureuse pour ça. Enfin, peureuse, je sais pas si c'est le mot, mais je suis beaucoup trop précautionneuse. J'ai vraiment envie de partir en ayant mon matelas de sécurité financière. Donc, le jour où je décide de quitter mon travail, en fait, je me fais une promesse à moi-même. Je me rappelle, c'était le 13 décembre 2019. Je me dis, Camille, dans un an, jour pour jour, tu seras plus dans ton cabinet, tu seras partie. Donc, le 12 décembre 2020 était censé être mon dernier jour dans mon entreprise de l'époque.
Donc, c'est à ce moment-là que je me fais cette promesse et que je démarre ma formation dans l'immobilier. Et donc, ça veut dire qu'il me reste 1 an pour concrétiser ce projet et commencer à toucher mes premiers loyers. Donc, ni une ni deux. La formation, je la regarde tous les jours dans les transports pour aller au travail, le soir quand je rentre chez moi. Enfin, je la suis vraiment en mode élève modèle, en fait. Je reprends le schéma de Camille, la bonne élève qui m'a suivi dans toute ma scolarité. Et ça s'est passé très vite. Donc, je commence la formation aux alentours du mi-décembre, 15 décembre 2019. Et 1 mois plus tard, je commence mes visites. Donc, j'ai identifié mes villes, puisque j'en avais plusieurs, et je commence mes visites. Et ça a été très vite. J'ai fait 3 jours de visite, 2 samedis, 1 jour en semaine. J'avais calé 6 visites par jour. Donc, c'était vraiment à la chaîne. Et j'y allais en mode rationnel. J'avais une liste de points à vérifier. Si ça passait pas, je continuais pas la visite, je passais à l'autre. Et donc, ce côté un peu rationalisation, automatisation des visites, ça m'a permis de trouver un bien après 3 jours de visite. Donc, mon bien, je l'ai trouvé en février 2020. Donc, j'ai fait mon offre d'achat qui a mis un peu de temps à être acceptée. Bon, parce que j'étais dans une configuration particulière. C'était une succession avec 4 héritiers, dont un sous tutelle de la justice. Donc, un peu compliqué, mais mon offre a été acceptée en mars. À ce moment-là, le premier confinement est arrivé. Mon projet a pris un peu de retard. Mais c'était pas grave parce que, au fond de moi, j'avais ma ville, j'avais mon bien, je le voyais, j'avais déjà fait mes plans sur un buy me, j'avais beaucoup avancé. Et en fait, dans ma tête, je concrétisais le projet. Je savais que ça allait être possible. Je savais que j'allais obtenir un prêt, je savais qu'on allait pouvoir le diviser, je savais que ça allait se louer, j'en étais persuadée. Donc le premier confinement arrive, donc là j'attends patiemment que le confinement se termine. À la fin du confinement, donc c'est-à-dire en juin, juillet, j'obtiens mon prêt auprès d'une banque. Je suis passée par une courtière pour négocier mon prêt tout simplement parce que je préfère toujours faire appel aux experts dans leur domaine. Je suis pas expert en négociation de prêt, donc j'ai fait appel à une courtière qui était experte en investissement locatif. Elle m'a trouvé un prêt. Septembre 2020, je signe chez le notaire. Donc là, comme vous l'aurez compris, j'étais censée partir en 13 décembre 2020. Je suis un petit peu en retard par rapport à mes projets. C'est pas grave, je continue. Les travaux démarrent en octobre 2020 et se termineront en mars-avril 2021. Donc les travaux ont pris 5-6 mois à peu près. Et puis ensuite, en avril et mai 2021, je m'occupe de l'aménagement et la décoration des appartements et je démarre la location en juin 2021. Autrement dit, mon projet aura mis un an et demi, un petit peu moins d'1 an et demi entre le moment où j'ai débuté ma formation et le moment où j'ai commencé à percevoir mes premiers euros via Airbnb. Entre-temps, alors j'ai tenu ma promesse, elle a pris un petit peu de retard, j'ai quitté mon emploi, je suis pas partie le 12 décembre 2020 comme je me l'étais promis, je suis partie un petit peu plus tard, j'ai quitté mon travail le 1er avril 2021. Donc j'avais pas encore commencé la mise en location, donc j'ai pris un risque entre guillemets puisque j'avais pas encore mes premiers loyers, mais j'étais vraiment à la toute fin du projet et encore une fois je vous le rappelle, j'étais tellement persuadée que ça allait marcher que pour moi je prenais pas de risque. Et puis de toute façon, en gros, je m'étais dit, ça sert à rien de continuer toujours dans ton travail. Sinon, tu trouveras toujours une excuse pour continuer. Tu te diras toujours, oh, attends de mettre tes appartements en location au moins 2 mois, puis au moins 6 mois, puis au moins 1 an. Je me suis dit, Camille, tu t'étais promis que tu partirais. Là, tu sens que c'est le bon moment. Tes appartements, ils sont en loc dans 2 mois, pars maintenant. Donc, je quitte mon travail le 1er avril 2021. Je profite des 2 mois suivants pour faire la décoration, l'aménagement de mes appartements moi-même parce que c'est une partie que j'aimais bien. Ça m'éclatait de décorer mes appartements. Ça rendait le projet encore plus tangible, encore plus concret. Et je démarre la location le 30 juin 2021. Et là, c'est tout de suite, j'ai eu des réservations. Déjà, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand je me rappelle très bien, quand j'ai cliqué sur valider mes annonces Airbnb, il y a eu cette petite attente où je me suis dit, ça se trouve, ça va jamais se louer, ça se trouve, t'as fait une erreur monumentale, Camille, t'aurais pas dû acheter dans cette ville, puis t'aurais pas dû diviser. Et à partir de ce moment-là, je commençais à avoir tous les problèmes. Je me disais, mais évidemment que j'aurais pas dû acheter là, parce que pour telle raison, évidemment que j'aurais pas dû diviser pour telle raison. Et en fait, au bout de 24 heures, je commençais à avoir mes premières réservations. Et là, c'est vraiment, c'est la concrétisation de quelque chose. Je me dis, il y a vraiment des gens qui vont venir dormir dans les appartements que j'ai créés. Mon système marche, mon système génère de l'argent en fait. C'est prouvé. Voilà, le truc, je l'ai fait. Ça y est, ma rente immobilière, ma rente financière, elle commence à tomber. Et ce jour-là, c'était vraiment un sentiment de... c'était une énorme gratification. Enfin, j'avais vraiment pour la première fois de ma vie construit avec mes 10 doigts un système qui marchait et qui générait de l'argent. Et donc, ça voulait dire concrètement que ma vie
mon train de vie ne dépendait plus d'un employé, ne dépendait plus d'une entreprise. J'étais capable moi-même de subvenir à mes besoins grâce au projet immobilier que je montais. En ce qui concerne mes chiffres, donc moi j'ai acheté une grande maison que j'ai divisée. La maison, elle faisait 135 mètres carrés sur 3 niveaux. Je l'ai payée 58 000 euros. Alors, le prix peut paraître bas, surtout pour moi à l'époque qui habitais à Paris, ça me semblait complètement déraisonnable de payer aussi peu cher un bien. Mais il faut savoir plusieurs choses. Premièrement, c'est dans une ville moyenne de province. Deuxièmement, le bien était vraiment dans son jus. Voilà, c'était une maison qui n'avait pas été habitée depuis plusieurs années, qui n'avait pas été rénovée depuis les années 70. Il y avait énormément de choses à refaire, donc ça justifiait son prix très bas. Et encore une fois, c'était une succession un peu compliquée, donc les acheteurs étaient prêts à céder la maison à un bon prix. Elle était affichée à 70 000 ou 73 000. Et j'ai fait une offre à 58 000 qui a été acceptée. Donc ma maison, je l'ai payée 58 000 euros. J'en ai eu pour à peu près 132 000 euros de travaux, sachant que sur ces 132 000, je m'étais gardé une bonne marge de 30 000 euros au cas où, pour pallier aux éventuels travaux supplémentaires, mais également pour aménager et décorer mes biens. Et j'ai rajouté à peu près, j'ai rajouté 10 000 euros, 12 500 euros de ma poche pour payer courtière, frais de notaire et frais d'agence immobilière. Grosso modo, j'ai une enveloppe totale projet aux environs de 200 000 euros. Donc j'ai emprunté la totalité hormis les 12 500 que j'ai apporté moi-même. Et donc j'ai eu le choix entre deux prêts. J'ai pas eu le prêt parfait. Je sais pas si quelqu'un a le prêt parfait, moi je l'ai pas eu. J'avais le choix entre un prêt sur 25 ans, et ça c'était génial parce que moi ce que je voulais c'était pas rembourser le plus vite possible. C'est pas moi qui rembourse mon prêt, ce sont mes locataires. Moi ce que je voulais c'était avoir les mensualités les plus faibles possibles. Donc 25 ans c'était génial. Par contre, aucun différé d'emprunt. C'est-à-dire que je commençais à rembourser mon prêt à partir du moment où j'avais les clés, à partir du moment où j'achetais le bien. C'est-à-dire que même pendant la période de travaux, etc., même quand il n'était pas encore loué, j'avais aucun différé, j'étais obligée de rembourser mon emprunt. Mon deuxième prêt, celui sur lequel mon choix s'est porté, c'était un prêt sur 15 ans. Donc ça me faisait pas vraiment plaisir parce que ça voulait dire de grosses mensualités. Par contre, j'ai réussi à obtenir 3 ans de différé. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je ne rembourse pas mon emprunt, je rembourse que les intérêts et l'assurance de l'emprunt. Autrement dit, pas grand-chose. Donc ça veut dire quoi dans la tête de Camille? Ça veut dire que pendant 3 ans, elle peut encaisser les loyers, construire son matelas de sécurité financière et à l'issue des 3 ans, renégocier le prêt ou revendre l'immeuble, prendre la plus-value et repartir sur un projet similaire. J'ai commencé la location avec 4 des 5 appartements. Le 5e n'était pas prêt parce que j'avais un petit souci avec l'électricité. Donc pour le moment, je vais vous parler des chiffres avec 4 apparts et ensuite je vous dirai ce qu'il en est avec le 5e qui vient d'être mis en location il y a peu de temps. Donc avec 4 appartements, je générais en moyenne 3 083 euros brut par mois. À ça, il fallait enlever quantité de charges. La comptabilité, le ménage, les frais d'électricité, d'eau, les consommables, la taxe foncière et encore tout un tas de charges que j'ai pas en tête. Une fois que j'enlevais toutes mes charges, il me reste en moyenne 1 558 euros par mois. Donc ça, c'est avec 4 appartements. Aujourd'hui, depuis le mois de février-mars, j'ai mis le 5e appartement en location. J'ai pas encore fait mes moyennes, mais je crois qu'il me rapporte à peu près en net, un peu plus de 300 euros par mois. Donc à ces 1 550, j'ajoute grosso modo 300. Donc aujourd'hui, je suis aux alentours de 1 800 euros net par mois, et ce qui me permet aujourd'hui de vivre décemment. Je vais vous partager la différence entre mon salaire d'avant et mes chiffres d'aujourd'hui. Donc moi, quand j'étais encore dans le conseil, mon dernier salaire, donc en 2021, j'étais à 3 300 euros net par mois. Autant vous dire que c'était un salaire très confortable. Quand je vivais convenablement, je comptais peu et j'investissais beaucoup dans mes loisirs. Aujourd'hui, je touche pas moitié, mais presque la moitié de ce que j'avais avant. Et en fait, au début, quand j'ai commencé, ça m'angoissait énormément. Je me disais, mais comment je vais réussir à restreindre autant mon train de vie pour réussir à vivre avec ça? Et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que aujourd'hui, ça m'a forcé entre guillemets à revoir mes dépenses différemment et à faire beaucoup plus attention à ce dans quoi je mettais mon argent. Donc voilà, il y a des choses par exemple, que je ne fais plus. Moi qui étais parisienne avant, je prenais très souvent le taxi pour un oui ou pour un non parce que j'avais pas envie de prendre le métro, j'avais pas envie de marcher. Aujourd'hui, je le fais plus. Je fais un peu moins de resto qu'avant. Par exemple, moi, je suis une grande lectrice, j'achète plus mes livres, je vais à la bibliothèque. Mais comme vous le voyez, j'ai pas restreint drastiquement mon mode de vie. J'ai toujours le même appartement, je mange toujours à ma faim, j'arrive toujours à aller voir le médecin. En gros, mes dépenses de base, elles sont clairement couvertes par ces 1 500, aujourd'hui 1 800 euros. Par contre, pour toute la partie loisirs, c'est là où je vais faire davantage attention. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette rente financière-là que je me suis créée, je me la suis pas créée pour
ok, j'ai ma rente, j'arrête de vivre et je me mets devant Dallas à la télé avec les doigts de pied en éventail. Je me suis créé cette rente pour avoir le temps de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Je me suis créé cette rente pour racheter ma liberté temporelle. Et aujourd'hui, mon temps, je l'ai. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cette rente-là, je la complète avec d'autres activités que j'ai à côté. Par exemple, j'adore donner des cours et ça fait quelques mois que je donne des cours de français à des étrangers en ligne. Ça me prend entre 1 à 3 heures par jour. Ça m'éclate de faire ça. Ça me permet de découvrir d'autres personnes qui viennent de partout dans le monde, d'enseigner ma langue et ça me fait clairement un complément de salaire. En dehors de ça, j'ai aussi une autre activité d'investissement un peu exotique. Moi, j'adore les sacs à main. Et en fait, un jour, j'avais un ami de mon compagnon qui nous raconte que lui, son truc, c'est d'acheter aux enchères des montres de marque, des vieilles montres. Il les stocke dans des coffres en banque et il les revend quand elles prennent de la plus-value. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis très curieuse des investissements et je trouvais ça génial, mais je me disais, le problème, c'est que je m'y connais pas en montres et j'ai pas envie de me former. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais Camille, par contre, t'adores les sacs à main. Est-ce que tu pourrais pas appliquer la même stratégie avec les sacs? Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je participe à des ventes aux enchères. J'achète de la maroquinerie de luxe, de sacs et de modèles qui, je sais, se revendent bien. Si possible, je les achète vieux et abîmés. Comme ça, je les fais reprendre, un peu comme mes immeubles. Et puis ensuite, je les revends en encaissant la plus-value. Et donc, toutes ces activités-là, en fait, elles viennent en complément de ma rente immobilière et elles me permettent de vivre clairement. Même si aujourd'hui, j'ai pas le même salaire qu'avant, alors j'ai pas compté exactement, mais je pense que j'ai moins que 3 300 € net par mois, mais j'ai clairement suffisamment pour vivre et continuer de voyager. Et surtout, ce qui est gratifiant aujourd'hui, c'est que cet argent, je le crée moi-même grâce à mes doigts, grâce à mon cerveau. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans le fonctionnement du puzzle, en fait, parce que ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de vivre une vie qui me plaît par rapport à mes envies, à ce que j'ai envie de faire au quotidien. Par exemple, moi, j'adore passer du temps dans la nature ou avec ma famille, j'adore prendre le temps de lire, j'adore prendre le temps de cuisiner, de passer du temps avec mes proches. Aujourd'hui, ce temps, je l'ai. Et si j'ai besoin de revenus pour vivre ce temps de cette manière, je sais comment les générer. Avec l'immobilier, en donnant des cours, avec l'investissement dans la maroquinerie. Voilà, j'ai plein d'outils à disposition pour générer de l'argent, pour me permettre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ce qui m'a le plus marqué quand je me suis lancée dans l'investissement immobilier, c'était l'image que les gens que j'ai rencontrés pouvaient avoir de moi, notamment les agents immobiliers ou bien les gens sur les chantiers ou autres. Souvent, ça paraissait inconcevable à ces gens que je puisse investir toute seule en tant que femme et en tant que jeune. À l'époque, quand je me suis lancée, j'avais moins de 30 ans. Et souvent, j'avais droit à la même question de la part des agents immobiliers quand ils me voyaient arriver à la visite. Mais c'est pour vous? Vous investissez toute seule? Mais vous avez quel âge? Tout le temps la même chose. Et en fait, ça m'a énormément fait douter de moi. Je me disais, mais pourquoi ils croient pas en moi? Pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Parce que je suis une femme, parce que je suis jeune, parce qu'ils pensent que j'ai pas les connaissances. Et aujourd'hui, je suis fière de là où j'en suis arrivée, parce que je me rends compte que moi, du haut de mes 29 ans à l'époque, en tant que femme et sans avoir de connaissances dans l'immobilier, simplement par ma volonté et grâce à la formation que j'ai faite, j'y suis arrivée. Aujourd'hui, j'ai un investissement immobilier qui marche et je suis capable d'en parler et je me sens confiante en moi. Je sais comment j'ai fait, je serai capable de refaire le même type de projet. Donc, je me sens vraiment très reconnaissante envers moi-même d'être montée en compétence et d'avoir réussi à faire ça. Et de plus en plus autour de moi, je me rends compte qu'il y a des femmes qui me posent la question de comment t'as osé, comment t'as fait. Moi, je sais pas si j'aurais fait toute seule, j'aurais attendu de trouver quelqu'un ou je l'aurais fait avec mon frère ou avec mon père ou bref, toujours avec quelqu'un. Et ce que j'avais envie de montrer, c'est que c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on n'a aucune connaissance dans l'immobilier qu'on peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle il y a quelques mois, j'ai décidé de lancer une communauté qui s'appelle Elle Investit, pour pouvoir justement partager mon parcours et inspirer d'autres femmes et surtout montrer que le visage de l'investissement aujourd'hui immobilier, c'est pas un visage que masculin. Il y a aussi des femmes qui se lancent et qui réussissent tout aussi bien. Et j'ai vraiment envie de donner confiance aux autres femmes dans le fait de pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez envie de connecter avec Camille, vous pouvez la retrouver sur son Instagram, c'est elle.investit.
investi. N'hésitez pas à lui écrire, sachez que ça fait toujours du bien. Je vous assure que c'est pas un exercice facile de se livrer derrière un micro et de raconter sa vie dans parfois les moindres détails. Donc n'hésitez pas à lui apporter du soutien, du réconfort, plein de gentils mots si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez aimé son récit. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.